Être diplômé, c'est bien. Être prêt pour le marché, c'est autre chose. Bienvenue dans cet nouvel épisode spécial Job Fair Career consacré à un sujet crucial. Comment aider les talents à comprendre les vraies règles du jeu professionnel. Celles qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Celles qui font toute la différence au moment de décrocher et de garder un job. Dans un monde du travail en pleine mutation, où les attentes des entreprises évoluent aussi vite que les outils, il ne suffit plus d'être compétent. Il faut savoir se positionner, communiquer, lire entre les lignes. Et surtout, prendre sa place avec lucidité, confiance et engagement. Autour de cette table, 3 voix inspirantes et complémentaires pour vous éclairer de façon concrète, humaine et sans détour. Tania Bennett, tout d'abord. 20 ans de finance internationale, puis un virage, celui du coaching. Aujourd'hui, elle accompagne dirigeants, équipes et jeunes talents à mieux se comprendre et mieux interagir. Avec elle, on parlera de soft skills, de confiance et de ce qu'implique réellement prendre un poste. À ses côtés, Thierry Jumon, assistant Head of Treasury. Expert en stratégie financière, il est aussi un mentor engagé. Il a fait de son parcours une force et de ses expériences une source d'inspiration pour la génération montante. Son message, la résilience comme socle de confiance et de clarté. Et puis, Clémence Vidal, COO de Meet Your Job et Career Hub. Fine connaisseuse du marché mauricien, elle conseille au quotidien candidats et recruteurs sur les réalités terrain. Quelles sont les attentes implicites, les signaux faibles à lire, les questions à se poser avant d'accepter un poste? Un éclairage à la fois stratégique et bienveillant. Et pour animer cette discussion, Clotilde Magnin, ex-DRH internationale devenue coach et formatrice. Avec elle, pas de langue de bois. Elle sait créer l'espace pour que chacun s'exprime en profondeur. Prête à écouter ce que l'école ne vous a jamais dit, mais que le monde du travail attend de vous? C'est parti pour Ready for the Market. Alors, bienvenue à tous, Tania, Thierry et Clémence. Je suis ravie de faire ce pot de conférence spécial Job Fair avec vous ce matin. Et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que ce soit les entreprises ou les talents, celui du marché de l'emploi. Alors, comment se préparer pour cette nouvelle vie et pouvoir répondre aux attentes du marché tout en gardant son identité et sa personnalité? Gros challenge aujourd'hui pour les talents. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner déjà Alors, je vais plutôt vous proposer un petit jeu dans un premier temps et vous demander votre avis suite à une enquête qui a été faite en 2025, le premier trimestre 2025, qui demandait en fait quelle était la qualité la plus importante que les recruteurs aujourd'hui attendaient sur le marché de l'emploi. Alors, à votre avis, est-ce qu'on parle de hard skills? Est-ce qu'on parle de soft skills, de comportement, de capacité de travailler, de s'investir? Thierry, est-ce que tu voudrais peut-être déjà répondre à ce petit jeu? Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir cette humilité, surtout l'humilité intellectuelle. C'est très important aujourd'hui dans le monde des entreprises. Et pour répondre à votre petit jeu, je pense qu'ils cherchent la compréhension de l'informatique. Oui, intéressant, mais très pointilleux, effectivement. Et toi, Tania? Alors moi, je pense plutôt qu'on est à la recherche de soft skills, de comportement, flexibilité, une certaine attitude. Pas mal. Clémence, est-ce que tu... Moi, je suis entièrement d'accord. On est sur du soft skills. Les hard skills, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'apprend. Le soft skills aussi, mais ça demande beaucoup plus de temps, d'engagement de la part des potentiels managers ou collègues. D'autant plus que le hard skills évolue constamment. Donc finalement, on a un hard skills à un moment donné, et puis il peut très rapidement devenir obsolète, contrairement aux soft skills. Et je dirais peut-être que, pour en choisir qu'un pour répondre au sondage et à l'étude, peut-être la vulnérabilité. Peut-être. Alors en effet, vous avez raison, vous avez tous raison.
ce qui intéresse aujourd'hui le plus les recruteurs, c'est les soft skills. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se posent la question de trouver un travail dans lequel ils vont avoir un sens à leur vie. Ça va donner un sens à leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, on parle souvent d'éloignement des entreprises avec les candidats. Et on se rend compte par cette étude, que ce soit côté candidat et côté entreprise, qu'en fait, on recherche la même chose. Les entreprises recherchent les soft skills. Donc, quand on dit soft skills, on parle de comportement, savoir se comporter, de savoir être en entreprise, de savoir échanger, de savoir travailler ensemble et de s'adapter, bien évidemment. Et quand on parle pour les employeurs, quand on parle pour les talents de sens, eh ben, c'est la même chose. De savoir faire vivre leurs valeurs au sein de leur écosystème professionnel. Donc, on est en fait aligné, sans même s'en rendre compte. C'est quand même assez incroyable de faire ce constat. Est-ce que vous aviez ce constat en tête ? Complètement. En fait, c'est exactement ça. Les entreprises ne cherchent plus spécifiquement les compétences techniques, mais les compétences humaines. Les jeunes veulent du sens et une mission. Mais là où le bas blesse, pour moi, c'est la communication aujourd'hui. Et c'est ça qui crée cette impression d'éloignement. Oui, effectivement, c'est vrai que la communication est, on va dire, la base de la naissance d'une relation. Quelle que soit la nature de la relation, si la communication est mal comprise ou brouillée, obligatoirement la qualité de la relation s'en ressentira. Tout à fait. Et toi, Thierry, en tant que talent, on a un parcours assez intéressant avec plusieurs entreprises à ton actif sur le paysage mauricien. Donc bravo déjà pour ça. Quand tu étais talent, est-ce que tu avais en idée première, lors de tes recherches d'emploi, le fait d'avoir un sens dans ta carrière professionnelle ou donner du sens à ton métier? Oui, au fait, on dit toujours des fois que oui, moi je commence au bas de l'échelle. Mais au fait, ce n'est pas le fait de commencer au bas de l'échelle, c'est de se construire cette échelle. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on retrouve qu'on a besoin de l'autre. On a besoin d'un mentor, on a besoin d'un leader, on a besoin d'un collègue. Et c'est ce vivre ensemble qui fait qu'on arrive petit à petit à construire cette échelle et pas à pas, on commence à monter. Donc, mais aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle j'évolue, on demande et les hard skills et les soft skills. Parce qu'être dans le bâtiment, le BTP, donc, il faut avoir les deux, mais comme Tania l'a fait ressortir, c'est des fois la communication qui fait défaut. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et pour moi, avec un parcours assez atypique, je travaillais dans les 4 conglomérats à Maurice. Donc, culture différente, il faut savoir s'adapter. Surtout pour la nouvelle génération, c'est savoir s'adapter aux autres. C'est ça qui est important maintenant, l'adaptabilité. C'est un mot qu'on entend souvent. Ça fait parler, on va dire, de notre vocable quotidien. L'adaptation, l'adaptabilité, comment être adapté à son environnement, comment s'adapter à son environnement. Alors on l'entend dans le monde de l'entreprise, on l'entend également dans le monde de tous les jours, vis-à-vis de l'environnement par exemple. On nous demande aussi de nous adapter à notre environnement, à la nature, pour pouvoir le préserver. En fait, on va retrouver ce même écosystème-là, mais à travers s'adapter aux autres. Donc, on est toujours dans la relation. Et toi, par exemple, comment tu as pu t'adapter aux différentes entreprises dans lesquelles tu as évolué? Alors, vu que je n'ai aucun certificat, aucun diplôme, donc, allons dire que j'étais là pour apprendre. J'étais comme une éponge. Je suis là pour absorber les connaissances. Et pour cela, il faut se faire petit, je vais dire, et toujours rester humble. Et c'est comme ça que j'arrive à m'adapter dans chaque entreprise. C'est toujours se dire que je suis là pour apprendre. On est là pour travailler, certes, mais apprendre, grandir.
personnellement et professionnellement. En effet, oui. Donc on voit qu'on parle d'adaptation côté talent. Clémence, toi qui travailles avec les plus grandes entreprises ici à Maurice, est-ce que tu as également ces demandes des entreprises de trouver des talents qui s'adaptent à leur culture, à leurs valeurs? Alors oui, mais il y a 2 points. Le premier point, c'est que les entreprises aujourd'hui comprennent bien qu'avec l'évolution constante des besoins, du marché, des aspirations, etc., si les collaborateurs en interne dans une entreprise ne s'adaptent pas, l'entreprise ne peut pas survivre ou perdurer ou toujours être à cette recherche d'être le leader ou le numéro 1, etc., qui est dans la tête de toutes les entreprises, sans se mentir. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, un autre regard que moi j'aimerais apporter, c'est que font les entreprises aujourd'hui pour aider les personnes à s'adapter? Et pour moi, ça, c'est le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui posent des règles, qui attendent des choses, sans forcément donner les règles du jeu et les clés, pour permettre à tout à chacun de pouvoir s'adapter et se mettre dans cette posture d'agilité, plus que d'adaptation. Pourquoi? Parce que l'adaptation, ça peut créer de la frustration, à mon sens. C'est que je m'adapte pour quelque chose. Alors que l'agilité, c'est de trouver des compromis entre une demande et une autre demande. Et du coup, pour moi, c'est ce sens de la collaboration. C'est de répondre à une demande et une autre demande et de trouver un terrain commun qui est créé individuellement entre chacun des collaborateurs d'une société. Et quand je dis collaborateur, c'est au sens large. Donc c'est aussi bien des métiers manuels représentés au sein d'une entreprise, comme les métiers bureautiques, des profils juniors qui intègrent l'entreprise, comme le top management. Parce que le top management est un niveau collègue égal à un jeune professionnel qui rentre dans l'entreprise. Et les deux doivent apprendre à travailler ensemble, continuellement. En effet, ce n'est pas que le challenge des talents, c'est aussi le challenge des entreprises de proposer des parcours. Et ça passe déjà par le premier parcours professionnel qu'on a tous connu quand on a intégré une entreprise, c'est le onboarding. De se dire comment on construit notre onboarding aujourd'hui pour pouvoir répondre à la nouvelle génération qui rentre dans nos entreprises et pour leur montrer en fait quelles sont nos attentes dès le départ, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou alors de malentendus dans la naissance de la relation même. Tania, toi, en tant que coach, j'imagine que tu accompagnes beaucoup d'entreprises. On parlait tout à l'heure, là, juste avant le PodConf, de tes expériences d'accompagnement d'entreprises pour permettre, en tout cas, aux talents et aux managers des entreprises de cohabiter agilement, sereinement, sur une même mission, un même but. Est-ce que tu pourrais nous partager les attentes que tu as pu avoir des entreprises par rapport à ce sujet? En fait, si tu me permets, je vais d'abord rebondir sur un point dit par Clémence. Donc, j'accompagne beaucoup sous format d'ateliers et de formation. Et à chaque fois, les personnes qui participent me disent nos managers devraient participer. À chaque fois. C'est bien de nous envoyer en formation, mais nos managers ont aussi besoin de progresser. Donc, je te rejoins complètement. Et donc, pour revenir à ta question, oui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Il y a une mécompréhension totale, on va dire, des attendus et des besoins des deux côtés. Et ça ressort à chaque fois que j'accompagne. Où il faut qu'il y ait ce sens de la collaboration. Je pense qu'on est tous là pour la même chose, pour la même mission, mais comment on arrive à travailler ensemble. Et ça passe par des forums d'échange, de la communication, de laisser de la place aux talents pour qu'ils s'expriment aussi. C'est pas que dans le sens manager-talent, c'est vraiment dans les deux sens. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'attendent que ça, en fait, qu'on leur laisse de la place pour qu'ils amènent aussi leur contribution aux entreprises où ils évoluent. Tout
Tout à fait, effectivement, c'est intéressant de dire que les entreprises doivent également laisser la place à leurs talents, parce que souvent, et on le voit assez régulièrement, quand des entreprises sont en recherche de talents, les entreprises vont chercher à se vendre, à valoriser leur entreprise, à valoriser ce qu'est la vie d'entreprise chez elles. Sauf que les talents ont besoin de retrouver une identité propre et de se sentir unique, être utile au sein de l'entreprise. Donc si on pousse un petit peu plus loin notre réflexion et qu'on arrive à la recherche de talents côté entreprise, et pour les talents à la recherche d'entreprise, on va se retrouver face à des job boards ou à des offres d'emploi qu'on a trouvées sur les websites des entreprises. Les entreprises, elles, ont déjà posté leurs attentes, de manière assez technique souvent. Quoi que l'on voit, une grande différence. Moi, à mon époque, quand j'étais DRH, j'écrivais toutes les compétences techniques que j'attendais d'un talent. Et puis, j'avais 2 petites lignes à la fin de l'annonce qui disaient il faut être sympathique, avoir un bon relationnel et savoir travailler en équipe. Ça prenait exactement 2 lignes sur une annonce qui faisait 1 page, voire 2 pages et demie. Aujourd'hui, on se rend compte quand même, et je vais laisser Clémence confirmer ce que j'ai pu voir sur un certain nombre d'articles ou entendus dans des podcasts, on se rend compte que en fait, les entreprises switchent un petit peu ces parties et vont plus demander aux talents de s'investir personnellement dans leur entreprise en valorisant quelles sont les initiatives des entreprises envers leur marque employeur, ce que font les entreprises pour divertir leurs talents pendant leur journée professionnelle sur des temps off. Et donc, on a quand même le sentiment, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, que les entreprises ont pris conscience et sont déjà dans une démarche de changement, de transition. Donc on a l'espoir que tout se passe bien dans le monde du travail dans quelques mois. Clémence, est-ce que toi, effectivement, tu as remarqué ce switch entre compétences hard skills et soft skills dans les offres d'emploi que les entreprises rédigent ? Alors oui, je l'ai remarqué, mais au-delà de ça, c'est que je l'encourage vivement. Parce que tu dis, on espère dans quelques mois que ça va évoluer et changer, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'on espère que les choses changent, évoluent, etc. Donc, en partant du principe que si on espère que ce qu'on fait maintenant, dans 3 mois, il y aura un résultat potentiel, ben on est déjà en retard parce que le temps de mettre en place ce qu'on veut faire réellement et ce qui est attendu sur le marché, ben il y aura une autre attente. Et pour moi, aujourd'hui, les entreprises ont de l'ambition, ont cette volonté de trouver des profils différemment. Effectivement, les soft skills sont beaucoup plus mis en avant, mais parce que c'est ce qui démarque une entreprise de ce qu'elle recherche réellement. Parce que sinon, il y a des milliers et des milliers de comptables à Maurice. Donc si tout le monde écrit une fiche de poste ou un advert ads de la même manière, bah, ça ne sert à rien. Autant sinon avoir une plateforme qui s'appelle recherchecomptable.mu, tout simplement. Et là, à ce moment-là, peut-être que ça va les pousser à mettre autre chose que les compétences clés et techniques d'un comptable et enfin de parler d'eux. Donc, oui, c'est un constat. À mon sens, ce n'est pas assez rapide. Les entreprises qui ne le font pas font une erreur. Ce sont des mots qui sont très forts, mais pour moi, il est temps de bousculer véritablement le marché du travail. Malheureusement, je parle aussi de courage managérial. Il y a beaucoup de HR qui veulent aller dans ce sens-là, mais qui ont pieds et mains liés par le management, qui ne prend pas la peine d'entendre les arguments de ce changement, parce que c'est tellement plus facile de rester dans sa zone de confort que d'aller dans une autre direction et de tester. En testant, on va se prendre le mur, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et malheureusement, comment exiger auprès d'un candidat qu'il ait un discours différenciant quand l'entreprise elle-même ne fait même pas l'effort de le faire ? C'est mon point de vue. Évidemment, l'effet miroir, du coup, rentre en jeu. Si on cherche un talent
atypiques, ou en tout cas avec des soft skills spécifiques, il faut que l'entreprise puisse montrer qu'elle est en capacité d'accueillir ce type de talent dans leur mur. Autrement, ça ne fonctionne pas. On ne va pas attirer les bons profils. Thierry, tu es mentor dans les entreprises dans lesquelles tu es, donc tu accompagnes les jeunes à s'intégrer dans l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes expériences, peut-être le talent qui t'a le plus marqué, que tu as accompagné, et comment tu as réussi à le faire adhérer à la culture de l'entreprise ou à l'intégrer dans tes équipes? Oui, donc, et ce talent, il était chauffeur au sein de la société. Donc, il venait juste pour faire le courrier et ensuite il rentrait chez lui. Et finalement, je lui ai dit, la comptabilité ne t'intéresse pas. Ça ne te dit pas de rester avec moi. Et ça, la cohabitation était simple parce qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, il n'a jamais travaillé sur un ordinateur. Donc, c'était nouveau pour lui. Tout là, il était excité. Ouais, il posait beaucoup de questions. J'ai surtout posé beaucoup de questions. Et par la suite, il est parti en Angleterre pour faire ses études. Et voilà, il est là-bas, il travaille, il est heureux. Et même aujourd'hui, au sein de l'entreprise que j'évolue, j'ai des jeunes dans mon département qu'il faut les former. Et ça demande de se mettre un peu aussi dans la peau, surtout de ce qu'on appelle la génération Z. Donc, différentes façons de faire. Il faut s'adapter et non pas chercher comme si les forcer à suivre la voie que moi j'ai appris. Donc, je dois aller dans leur flow, comme on le dit, et éviter conflit, donc, pour que le courant passe bien. Parce que dans toutes les entreprises maintenant, on peut voir que la cohabitation entre la génération qui était là avant et la jeune génération qu'on appelle génération Z, la cohabitation est difficile. Hein, c'est pas évident. La communication, quand vous recevez un mail en langage SMS que vous devez déchiffrer, et des fois, je me dis, mais je ne suis pas aussi vieux que ça, j'aurai 45 ans dans quelques jours là. Mais c'était difficile. Et là, pour leur faire comprendre que la façon de communiquer, la culture n'est pas pareille. Il faut aller bien dans le flow, comprendre un petit peu la culture de l'entreprise. C'est surtout ça qui est important. Les intégrer dans la culture de l'entreprise. C'est ça qui est important maintenant. Effectivement, et on se rend compte aujourd'hui, Emmanuel en parlait l'autre jour, qu'on se retrouvait maintenant dans des entreprises avec 5 générations en même temps. Ce qui est assez incroyable, et qui ne s'est pas passé depuis des années. Et donc, du coup, on a ce problème générationnel qui revient énormément. Mais c'est OK. C'est OK d'avoir 5 générations qui travaillent ensemble. Ce n'est pas un problème. À partir du moment où on connaît chacune des générations, qu'on s'y intéresse, qu'on regarde leurs besoins, leurs attentes. Et une fois qu'on leur a laissé chacun leur place dans l'organisation, ça fonctionne. Le tout, c'est qu'effectivement, comme le disait Clémence, les soft skills, ça s'apprend, mais de manière plus lente que des hard skills, parce qu'on n'a pas de mode opératoire. Il faut aller de l'étape A à l'étape Z, et on a rempli les hard skills en 6 mois, 3 mois, 4 mois, en fonction de l'évolution du poste. Les soft skills, c'est beaucoup plus long, parce qu'on travaille avec une base humaine, avec l'humain. Et l'humain, il évolue, mais il évolue dans le monde de l'entreprise, il évolue également dans sa vie personnelle. Et c'est toujours un peu le paradoxe de comment évoluer avec eux dans la même direction, parce que l'entreprise a un but final où tous les collaborateurs doivent pouvoir répondre à ce but-là. Donc, tout est la question de comment faire en sorte de faire travailler ces générations ensemble
en tout cas d'attirer l'ensemble des générations dans l'entreprise, parce qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui dans l'entreprise. On a besoin des 2-3 générations qui étaient avant la Gen Z, et aussi de la Gen Z, parce qu'ils nous apportent un souffle nouveau, une nouvelle vision de l'entreprise, et ils vont la faire aussi grandir, et ça va permettre d'innover dans les pratiques de l'entreprise. Selon vous, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces employeurs qui recrutent des nouvelles générations et qui ont besoin de l'intégrer dans un environnement un petit peu hostile, on va dire? Tania, ça te fait sourire? J'ai plein d'anecdotes. Si vous avez 3 heures, on est bon. Je pense qu'il faut travailler l'empathie. En fait, les jeunes arrivent, j'ai tendance à dire en souriant que ce sont des enfants gâtés, parce qu'ils ont eu plus de facilité, l'accès à de l'éducation, les parents avaient peut-être plus de moyens, etc. Et donc il y a un décalage entre ceux qui ont commencé au bas de l'échelle et qui, à la, on va dire, sueur de leur front, sont montés, et puis les jeunes qui arrivent et qui veulent un beau poste, une belle voiture, des belles fonctions, etc. Donc je pense qu'il faut créer des forums. Je reviens toujours à ma communication, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges entre les anciens et les jeunes, et que chacun fasse un pas l'un vers l'autre pour arriver à collaborer. Et ça passe par des ateliers, un bon onboarding, de l'échange régulier, du team building aussi, ça passe par ça, en mixant les équipes, bien sûr, pour pouvoir créer cette collaboration et cette communication. Oui, merci pour ce partage. Est-ce que quelqu'un veut ajouter peut-être un conseil ou une expérience vécue par rapport au mix générationnel qu'on rencontre dans nos entreprises? Le mix générationnel, il a toujours existé, hein, et il existera toujours. C'est juste que là, c'est marqué parce que le mode de vie est différent. Mais c'est différent parce que la vie évolue, le monde évolue. Donc finalement, moi, je prends toujours l'image de dire à une génération X, par exemple, qui est dans l'entreprise, qui a des réticences avec la Gen Z. Les millennials, c'est marrant, on n'en parle jamais. Alors qu'ils sont quand même beaucoup là. Moi, je suis une millennials, par exemple. Oui. C'est... Parce que c'est l'entre-deux. C'est un peu comme si c'était le pansement entre l'ancienne, comme on dit, et la nouvelle. Et à chaque fois, on dit génération, la Gen Z, c'est les jeunes, les nouveaux, etc. Mais la Gen Z, aujourd'hui, ils sont plus si jeunes que ça, hein, dans l'entreprise. Et je pense que dans 10 ans, ça sera toujours les jeunes. Ça me marque un peu. Et puis, ce que je constate et ce que je conseille à chaque fois, c'est de dire aux employeurs ou aux top managers, mais à la maison, vous faites comment, du coup? Parce que la majorité d'entre nous, enfin, moi, pas encore, mais ont des enfants. Et pourquoi, du coup, ça se passe très bien à la maison, avec quelques moments de crise? Et pourquoi, au bureau, il faut qu'il y ait cette fracture qui soit faite? Et là où je veux en venir, c'est que, pour moi, il faut repartir à la base de tout. Il est temps que tout le monde respire un coup, tout le monde se détende et se dise, en fait, c'est quoi mon entreprise? Mon entreprise, c'est un humain qui a recruté un autre humain, et cet autre humain a formé un autre humain, et cet autre humain a changé de département, il est parti dans l'autre département, parce que ses besoins, ses aspirations ont évolué, et quelqu'un que j'ai mis du temps à former va peut-être partir dans une autre entreprise, où celle-ci a pris du temps pour former, et va repartir dans l'autre entreprise, et en fait, c'est juste construire un écosystème sain et bienveillant. Et moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est d'avoir ce déclic-là. Parce qu'à partir du moment où on a le déclic, on parle. On communique même pas. Parce que pour moi, communiquer, il y a cette notion de faire un effort. Alors que parler, c'est naturel. C'est humain, c'est la base. Tout le monde parle. Peu importe la langue, peu importe quoi que ce soit, mais tout le monde sait parler. Tout le monde ne sait pas communiquer. Et si les entreprises apprenaient juste à parler, au même titre que les candidats, de juste parler et pas de rentrer dans des pitchs, dans des discours, dans des cases, dans des process, etc., qui sont lourds aujourd'hui, je pense que automatiquement la fracture serait beaucoup moins forte. Voilà. Merci. Thierry, tu voudrais partager quelque chose? Oui, je rejoins
ma collègue qui est là dans ce qu'elle a dit. Et aussi, on remarque aussi dans les entreprises, ils mettent l'accent sur, on utilise Teams, Zoom, donc mail. Donc pour parler à un collègue, vous lui envoyez un mail. Donc moi j'ai dit, il faut essayer de limiter, aller vers la personne. Levez-vous de votre place, bougez, allez vers la personne. C'est ça la meilleure façon de communiquer. Ce n'est pas en restant ici dans sa bulle, ok, j'ai besoin de Clémence, très bien, ok, je fais un Teams. Donc, ça crée de la distance. Donc, par contre, se lever, aller vers la personne, ça crée une symbiose. La personne aussi, peut-être quand elle va te voir arriver, peut-être que ça va changer quelque chose pour la personne. Il dit, il s'est déplacé pour venir me voir. Ben, la prochaine fois, je pense que moi aussi, je vais me déplacer pour lui. Donc, de ce fait, on a deux personnes qui sont là et que chacun dise, allons vers l'autre. Non pas rester là, envoyer un mail, envoyer un Teams et attendre d'avoir une réponse. Donc, c'est aussi ça que je voudrais que les entreprises puissent inculquer au talent, de limiter les courriels et les Teams et Zoom, mais plutôt l'approche humaine. L'approche humaine est très importante maintenant. Bien sûr, parce qu'en fait, vous avez raison autour de la table de parler de l'approche humaine. Ce qui est extrêmement important, c'est de créer du lien. Et quand on crée du lien avec une personne, on va générer une émotion par rapport à elle. Donc le lien social, le lien humain qu'on a tous dans les entreprises aujourd'hui est en mal à cause de la digitalisation de notre mode de fonctionnement. C'est OK, la digitalisation, mais c'est comme tout, il ne faut jamais être dans l'excès. Toutes les bonnes choses, c'est OK, mais il faut savoir les doser correctement pour avoir la bonne recette et le bon plat après sur la table. Eh bien, c'est la même chose en entreprise, en fait. Il faut créer du lien. Et si les entreprises aujourd'hui arrivent à créer du lien avec les talents qui rentrent chez elles, quelle que soit la génération, d'ailleurs, on a tous besoin. L'être humain a besoin de se sociabiliser. Il a besoin de connexion avec son père. Et s'il n'a pas ça, il végète. Il n'évolue pas, il ne s'épanouit pas et il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Ce que les entreprises attendent de leurs talents aujourd'hui. Et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Les talents sont là pour faire grandir l'entreprise, pour évoluer avec l'entreprise, pour apporter quelque chose de spécial à l'entreprise. Et ce lien est fondamental. Et effectivement, ce qu'il faut, je pense, retrouver dans nos entreprises, c'est cette création de liens et de connecter les gens entre eux. On le voit bien aujourd'hui avec le job fair. Vous êtes peut-être passé dans les allées du job fair. On voit les gens avec le sourire. Les gens sont heureux de se rencontrer, d'être ensemble, de se voir, autre que derrière un écran d'ordinateur ou de téléphone sur WhatsApp, sur Zoom ou Teams, exactement. C'est des super outils. Ça nous a sauvé la vie avec la génération Covid, mais il faut aussi revenir dans nos entreprises, se retrouver, se connecter à l'humain. Et peut-être que c'est la seule clé, en fait, dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais comment on se reconnecte quand on a perdu cette habitude-là ? Comment on fait, au lieu de décrocher son téléphone qui va nous prendre 10 secondes et de se dire non, je vais peut-être faire 100 mètres, je vais aller toquer à la porte de mon collègue et je vais lui poser la question. Et là, ça va peut-être prendre un quart d'heure. Et on sait ô combien le temps est compté dans nos entreprises. Comment on fait pour se mettre dans cette dynamique-là, pour se mettre en action ? Je dirais que déjà, si on décroche son téléphone et qu'on appelle, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est mieux que Teams ou Zoom ou Mail. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à envoyer un message en disant « c'est bon, j'ai fait ma part, j'attends la réponse ». Donc déjà, le téléphone, c'est pas mal. Parce qu'il y a tout le paraverbal aussi qui permet de faire transmettre des émotions, l'humeur, etc. En fait, je pense qu'il faut un juste milieu. Effectivement, il y a le côté productivité, performance, où comme tu disais, ça peut prendre un quart d'heure d'aller parler aux collègues. Il y a peut-être des jours où on ne peut pas le faire. Mais si on a la possibilité, je pense qu'il faut se forcer à le faire et à reprendre cette habitude. Et puis les jours où on a vraiment trop de choses à faire, un appel, ça marche aussi en fait. Ça marche aussi. Clémence, tu aurais une
Maxu à nous Je partager? pense qu'il n'y a pas de recette magique ou de mode d'emploi. Je pars du principe que ce qui est essentiel dans une entreprise, c'est de connaître les personnes avec qui on interagit. Mais de les connaître vraiment. Pas juste savoir qu'il est arrivé il y a X mois dans l'entreprise et qu'il a tel poste et qu'il me doit ça comme livrable dans X temps. Donc à partir du moment où on connaît la personne avec qui on travaille ou avec qui on interagit, je pense qu'on sait les préférences de chacun. Il y a des moments où il vaut mieux parler en face à face, il y a des moments où il vaut mieux parler de manière informelle par message via un Slack ou quoi que ce soit, et puis il y a des moments où un coup de téléphone suffit, par exemple. Je pense que ça dépend aussi du message qui doit être passé. Néanmoins, si je me mets à la place d'un collaborateur qui vient de rentrer dans l'entreprise ou d'un candidat qui recherche une opportunité, parler de vive voix au téléphone ou aller à la rencontre des entreprises potentiellement, même de manière random, sur une journée, etc., fera toute la différence parce que vous allez bousculer ce lien social qui s'est perdu. Et il ne faut pas avoir peur d'aller parler avec quelqu'un parce qu'encore une fois, dites-vous juste, je suis humain et il y a un autre humain en face de moi, tout simplement. Oui, effectivement. Thierry, tu veux nous partager une de tes expériences? Bon, j'en ai pas beaucoup. Peut-être je vais parler un de mes mentors, qui était Frédéric Taillac. Donc, moi, je l'ai connu, il était directeur financier, Property Development Manager. Et quand il a été nommé CEO, je me suis dit, ben maintenant, il est à un autre niveau. Et j'avais des appréhensions d'aller le voir. Donc, ce que je faisais, moi, je lui envoyais un mail. Je lui envoie un mail, il me répond, je lui réponds. Et en fin de compte, le mail en lui-même devenait un chat. Ça devenait un chat room entre lui et moi. Et finalement, il m'appelle, il me dit, ça te dit de venir au bureau, on boit un café, on en parle? Donc, c'était aussi simple que ça, il fallait juste bouger, aller vers la personne, parce que, comme je vous dis, dans le mail, arrivé un moment, c'est devenu un chat room où c'était, chacun répond, c'était un jeu de tennis comme ça, et donc, le mieux, il m'appelle, il me dit, écoute, viens, on va boire un café, on en discute. Point barre. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut dans les entreprises, c'est aller vers la personne. Ouais. Moi, j'ai une anecdote qui me revient. Quand j'ai commencé ma carrière en ressources humaines, il y a à peu près 15 ans, j'avais une DRH qui m'avait, lors de l'entretien de recrutement, demandé si j'aimais le café. D'origine italienne, vous imaginez bien que ma réponse a été oui, et que j'en buvais plusieurs fois par jour. Et je me suis posé la question, parce que je n'ai pas osé être audacieuse, ou oser tout simplement parler à la personne qui me recrutait, lui demander pourquoi cette question. Et j'ai imaginé plein de choses. La première chose, c'est de me dire, elle va penser que je suis hyper speed, je suis dynamique, et c'est ce qu'on attend d'une RH aujourd'hui. Et c'était positif. Et j'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, j'ai bien répondu, c'est chouette. Je suis rentrée chez moi. Et puis, une semaine après, j'ai reçu un coup de téléphone de cette même DRH qui m'a dit, OK, onboarding dans une semaine. Et je suis rentrée dans cette entreprise. J'étais assez impressionnée, c'était une très grosse entreprise. Et quand je suis arrivée le premier jour, elle m'a dit, on va prendre un café. Et on est resté, sincèrement, une bonne demi-heure à la pause café. Et j'ai vu, sur les 150 employés qui étaient là, j'ai dû en voir au moins la cinquantaine. Presque la moitié, voire un tiers. Allez, disons un tiers, pour être raisonnable. Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle m'a juste démontré que cette question était loin d'être anodine et ce n'était pas sur une question d'énergie que j'allais garder tout au long de la journée. C'était juste sur la question de rencontrer les gens, créer du lien. Et elle faisait passer à chaque nouvelle RH au sein de l'entreprise, elle demandait toujours cette même question. Et dans le onboarding, elle nous disait toujours, vous ne perdrez jamais de temps en étant à la machine à café. Alors bien évidemment,
c'est pareil, il faut doser. On ne va pas demander à son collaborateur ou à ses managers d'être tous les jours à la machine à café parce que je sens déjà les auditeurs entreprises grincer des dents en m'écoutant. Non, c'est pas ça que je suis en train de démontrer. C'est juste de dire, prenez le temps en fait de vous rencontrer, de discuter. Un tout petit chat de 2 minutes à la machine à café, vous allez savoir peut-être quel est le sport favori d'un membre de votre équipe ou d'un collaborateur d'une autre équipe avec qui vous faites un projet. Et puis après, toutes ces petites informations qui paraissent anodines en fait, vous allez pouvoir les réutiliser pour aller vous reconnecter à la personne quand vous avez une demande, quand vous avez une urgence, quand vous avez vraiment besoin d'elle sur une mission très spécifique. Et cette personne-là, si vous arrivez à toucher ou à générer une émotion en elle, une connexion à quelque chose de plaisant, elle va se dire « Ah, je suis reconnue ». Elle sait qui je suis. Je ne suis pas juste un nom dans une liste de 150 collaborateurs. Ou je ne suis pas juste une fonction et on vient me voir pour cette fonction-là. Elle sait qui je suis, elle sait quelles sont mes valeurs parce qu'elle m'a parlé soit de ma famille, soit du sport collectif que je fais en dehors de mon travail. Et donc, elle s'est intéressée à moi, elle me connaît. Et en fait, on se rendra compte que cette personne-là, elle va se plier en 4, même si elle n'a pas le temps, pour répondre à votre demande et vous satisfaire. Parce que vous avez pris soin d'elle. Et c'est ça, en fait. On entend beaucoup dans les entreprises aujourd'hui le mot « care ». Alors, « care » en anglais, ça veut dire prendre soin de l'autre. C'est ça, en fait. C'est créer du lien, tout simplement. Et c'est comme ça que et les talents et les entreprises vont pouvoir cohabiter ensemble. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qu'on croit tous autour de la table, me semble-t-il. Voilà. Je confirme. Et alors, si on arrive bientôt à la fin de notre discussion, le temps passe vite quand on est bien entouré, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais quand même nous pousser un petit peu dans l'avenir et de se dire, aujourd'hui, on est en 2025. Dans quelques mois, on va bientôt être en 2026. Si on se projette, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être professionnel? Qu'est-ce que ça veut dire être le professionnel de demain pour les entreprises? Est-ce que ça vous évoque quelque chose déjà ou pas du tout? Moi, j'ai un exemple très précis en tête. On t'écoute. Que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, alors que ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans le domaine. C'est pour dire. Parce que c'est très basique. Alors ça en fait partie. Mais l'exemple, en fait, c'est... On est dans une relation de transaction entre une entreprise qui cherche un nouveau collaborateur ou qui a ses collaborateurs. Si on décortique vraiment cette notion de collaboration entre une entreprise et un collaborateur, c'est une transaction très primaire. Voilà. C'est je t'accorde ce temps-là, en échange, tu me donnes de l'argent pour ce temps-là. Cette notion d'argent-là s'appelle le salaire et les avantages et varie en fonction de l'expertise ou de ce dont tu as besoin à un moment T, qui fait toute une grille salariale d'une entreprise. Mais concrètement, ce que je me suis dit, c'est que dans ma vie personnelle, je ne suis pas payée pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Parce que je n'ai pas de transaction avec quelqu'un d'autre. Par contre, je fais beaucoup de choses. Et il y a des choses que j'adore faire. Et du coup, je n'ai même pas cette notion de « il faut que j'aille le faire ». Et il y a des choses qui m'horripilent. Je suis très nulle en admin. Et je fais toute mon admin toute seule, évidemment. Donc tout ce qui est remboursement d'assurance, etc., ça reste sur le bureau pendant des mois parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Donc je procrastine. Si j'avais une rémunération pour faire toutes mes tâches admin que j'aime pas faire, je le ferais plus rapidement, mais sans plaisir. Et du coup, là où je veux en venir, c'est la question de sens. Et pour moi, c'est juste ça. C'est le sens. Et aujourd'hui, ce n'est pas que la Gen Z qui cherche du sens, mais c'est l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. C'est que la majeure partie de leur temps, ils sont au travail.
On a beau dire ce qu'on veut dire, équilibre vie pro, vie perso, tout ça, même s'il y a le mercredi après-midi, on part plus tôt, on va au théâtre, on joue avec ses enfants, on va faire son sport ou dormir, tout simplement se reposer, la majeure partie du temps, c'est au travail. Donc si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, dites-vous juste que vous faites quelque chose de votre quotidien. Dans mon exemple, des réclamations aux assurances, la majeure partie de mon temps. Et allez au-delà de cette transaction parce que c'est votre temps. Et du coup, message très fort, mais respectez-vous en fait. Juste que chacun et que tout le monde se respecte. Et soyez honnête envers soi-même en se disant est-ce que je suis vraiment contente de ce que je suis en train de faire là? Alors évidemment, j'isole des collaborateurs potentiels dans un moment de vie qui fait que le job doit être primaire. C'est un besoin primaire. C'est un besoin de ramener de l'argent à la maison pour une raison spécifique. On isole cette partie-là. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bien que de belles carrières, souvent, émergent avec cette typologie de profil-là. Mais juste respectez-vous. Soyez honnête envers vous-même et partagez-le. Parce que parfois, c'est juste des petits twists qui permettent de faire la différence. C'est tout. Ok, donc être professionnel en 2025, c'est se respecter et donc respecter les autres. On revient toujours à notre effet miroir. Et puis, donner du sens à sa carrière professionnelle. Et le sens est parfois changeant. On peut trouver du sens à un moment donné dans sa vie sur un point spécifique, par exemple l'environnement ou l'aide envers les autres, et puis après, changer de carrière. Pas avoir peur de la reconversion et pas se dire je reste dans ma zone de confort parce que je ne suis bon qu'à ça, entre guillemets, qui va vouloir de moi, et d'avoir du coup cette reconversion-là parce qu'il y a ce nouveau sens, il y a cette quête de sens qui est recherchée. Et donc, pour Thierry et Tania, c'est quoi un professionnel de 2025 ? Alors, moi, je considère les salariés comme des entrepreneurs. D'accord? Moi, je suis un entrepreneur. L'entreprise, il a besoin de talent. Donc, je lui offre mon service, comme Clémence a dit, en échange d'un salaire. Donc, quand on se met dans la peau vraiment d'un entrepreneur, on se dit, bon, pour avoir ce salaire, il faut que le travail soit fait et que le travail soit bien fait aussi. Donc, j'aime ce que je fais et je le fais bien. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement que c'est bien d'avoir des diplômes et des certificats et avoir des compétences. Je ne dis pas non, mais se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Moi, je suis là parce que l'entreprise a besoin de moi, tout comme j'ai besoin de mon entreprise. Donc, on se met dans la peau d'un entrepreneur qui vient et qui fait son travail bien et qui donne des résultats. C'est pareil que si demain vous devez construire une maison, il y a des travaux à faire chez vous, vous tournez vers un entrepreneur. Et en échange d'un salaire, vous attendez quoi de lui? Que le travail soit bien fait, résultat parfait, maison bien peinte. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui, ce que cherchent un peu les entreprises, ce que je peux dire. Donc, allons se mettre un peu dans la peau d'un entrepreneur nous-mêmes. Comme ça, c'est comme ça que je pense qu'on peut s'appeler un professionnel, quelqu'un qui a eu de l'expertise et qui est recommandable sur le marché. Voilà. C'est être responsable, s'auto-responsabiliser sur ses missions, sur ses tâches et du coup devenir acteur de sa propre vie professionnelle. Parce que quand on se respecte, qu'on donne du sens à sa carrière et qu'on est responsable, on devient acteur. Et là, du coup, les lignes changent. Je pense que vous avez tout dit. J'allais dire se responsabiliser. Donc ça rejoint exactement ce que vous avez dit, c'est se respecter, se responsabiliser, tenir ses engagements. J'ai tendance à dire aux gens que j'accompagne qui sont malheureux dans l'entreprise où ils sont,
que personne ne les a forcés à être là, qu'ils ont choisi d'être là. Et soit ils changent leur mindset pour trouver du sens, soit peut-être que ce n'est plus la bonne entreprise pour eux à ce moment-là. Donc oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Très bien. Alors, pour conclure, j'aime bien finir par le mot de la fin. Et j'ai une petite question pour vous qui permettra à nos auditeurs d'aujourd'hui de pouvoir, avec sérénité, penser à la carrière de demain, ou en tout cas à l'intégration dans de nouvelles entreprises. Et le mot de la fin serait, sous une question bien évidemment, vous avez compris que j'aimais bien les questions, je suis très curieuse. Le mot de la fin serait, si vous aviez un seul conseil à donner à votre vous d'il y a 20 ans, ou d'il y a 10 ans, ou d'il y a 15 ans, quand vous étiez en recherche d'emploi et que vous étiez peut-être perdu ou que vous vous sentiez peut-être un peu comme un extraterrestre dans ce monde qui vous entoure et ne pas savoir comment appréhender ce milieu qui est l'entreprise. Si vous aviez un seul conseil à donner à votre vous d'il y a 20 ans, ce serait lequel ? Je dirais d'écouter son cœur, son intuition. Très beau. C'est difficile de passer après Tania. Chacun son. Oser, tout simplement. Oser. Le temps passe, il ne nous attend pas, donc chacun est maître de sa vie. Hein, c'est un peu la phrase bateau, cliché, citation, inspiration, tout ce que vous voulez, mais en soi, c'est quand même la réalité. Donc, oser. Et je peux ajouter un autre ? Allez, c'est bon, j'accepte. Se détacher du regard des autres et des attentes des autres. Je dis ça parce que sur le marché local, et qui n'est pas une exception, qui est comme ça dans beaucoup de pays, il y a trop, à mon goût, de personnes qui suivent une voie ou une carrière qu'elles n'ont pas choisie. Et c'est là où ça rejoint et que ça corrèle le terme oser. C'est oser dire aux proches qui vous disent « fais ça ». Non, moi je veux pas faire ça, je veux faire ça. Parce que vous perdez juste littéralement 20 ans de votre vie. Parce que, anyway, si vous vouliez être musicien et que vous avez fini comptable, à 50 ans, vous serez musicien. Je confirme à 100%. Donc, c'est dur, c'est super dur. Ça demande beaucoup de courage. Mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut se détacher de ça. Payer les conséquences de ça, qui sont malheureuses parfois, qui sont des disputes familiales, de l'éloignement, etc. Mais c'est comme le beau temps, hein, ça finit toujours par revenir. Et c'est ce que je conseille en tout cas à tous les talents qu'on accompagne. Alors pour moi, je dirais toujours garder espoir. Pourquoi? Parce que souvent on dit, ouais, l'espoir fait... Il y a un dicton, l'espoir fait vivre les imbéciles. Eh bien, heureux ceux qui y croient sans raison. Parce que l'espoir, ce n'est pas un sentiment passager. L'espoir, c'est une force en soi-même, une conviction que demain sera meilleur. Les jeunes talents qui sont là aujourd'hui, ils viennent avec leur espoir. La conviction qu'aujourd'hui, je vais décrocher un emploi. Ils ont cet espoir. Donc, pour moi, c'est toujours garder espoir. Parce que toujours, on dit, ouais, ben, ça ne sert à rien. Ben non, ça sert à quelque chose. Voilà, ça c'est mon message. Et toi, ce sera quoi ton mot de la fin? Alors moi, comme je connaissais la question, je l'ai un petit peu préparée, mais je ne vais pas lire mes notes et je vais être spontanée. Le mot qui m'est venu en vous écoutant tous les trois, c'est l'audace. C'était pas ce que j'ai écrit sur ma fiche, mais je le dis quand même, c'est l'audace. En effet, je pense qu'aujourd'hui, il faut être audacieux. Audacieux, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire enfoncer les portes fermées. Ça veut juste dire
ce que vous avez déjà partagé, savoir se respecter, savoir qui je suis, ce que je veux, ce que j'attends, ce que je suis prêt à donner à l'entreprise, ce que je veux recevoir de l'entreprise. Et pour moi, ça fait partie de l'audace. Et d'aller frapper aux bonnes portes, de se poser la question, toutes ces questions, avant même d'envoyer son CV parce qu'on a besoin d'un job. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à trouver une harmonie entre qui on est en tant qu'individu et qui on sera en tant que fonction dans l'entreprise. Donc ça serait l'audace, tout simplement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Ça a été un Merci plaisir à vous. de vous rencontrer et de passer ce moment avec vous. Et puis, tout le monde est prêt maintenant pour le marché de l'emploi. Alors surtout, il n'y a pas de petite victoire. Donc allez-y, soyez audacieux, soyez responsables, soyez fiers de qui vous êtes. Et puis vous serez parés pour décrocher votre job de votre rêve. Merci Clotilde. Merci beaucoup, Clotilde. Merci.